Mercredi 6 janvier 2016. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous pour cette nouvelle édition sur B1. Au sommaire, dans quelques heures, sera connue la liste définitive des léopards locaux sélectionnés pour le championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. En attendant la compétition, les fauves congolais vont s'acclimater à Butare au Rwanda. Renforcement des capacités de la police nationale congolaise. Des nouveaux véhicules ont été remis à la police de Lualaba. Cette acquisition vise à lutter contre l'insécurité grandissante dans cette nouvelle entité territoriale. L'église supposée être au milieu du village entend jouer suffisamment ce rôle au cours de cette année. La SENCO appelle à un sursaut patriotique. Dans un communiqué de presse, les prélats catholiques ont annoncé la mise en place d'un comité de suivi en vue d'accompagner le processus électoral. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue. Les prélats catholiques déterminés à apporter leur soutien au processus électoral en République démocratique du Congo après différentes consultations avec les forces vives du pays. Les évêques de la SENCO ont décidé de mettre en place un comité de suivi dont la mission sera de maintenir le contact avec tous les protagonistes, susciter et consolider la confiance mutuelle et enfin encourager les initiatives visant la relance du processus électoral. Décryptage avec Alain Boma. C'est le résultat des consultations marathon engagées auprès des acteurs politiques ainsi que de la société civile. Après 3 jours d'intenses travaux, les évêques catholiques sont convaincus qu'il n'y a pas d'autre issue pour débloquer le processus électoral que le dialogue. Ils saluent également les représentants des partis politiques et de la société civile qui, en dépit de leurs divergences de vues, gardent une fenêtre ouverte propice aux échanges pour l'intérêt de la nation. La grande annonce de ces princes de l'Église repris dans leur communiqué est la mise en place d'un comité de suivi. Ce dernier sera composé de 8 membres, les 6 archevêques métropolitains ainsi que le président et les vice-présidents de la SENCO. Cette démarche de la SENCO n'est qu'une première phase. Les évêques catholiques promettent de s'investir pour la tenue d'un dialogue qui réponde aux aspirations de tous pour l'intérêt supérieur du pays. Et pendant ce temps, des responsables des églises de réveil ont eux aussi emboîté le pas aux catholiques à travers des consultations. Une délégation des pasteurs a échangé avec le président de l'Assemblée nationale. Comme leurs prédécesseurs, elle plaide en faveur du dialogue inclusif. Ces visages ne sont pas étrangers pour l'opinion. Ces leaders des églises de réveil du Congo étaient ce lundi chez Aubin Minakou pour parler dialogue. Ce forum politique inclusif, initié par le chef de l'État, bien que la rencontre ait commencé par une prière. Il y a plus d'une année, cette église avait déjà lancé l'appel au dialogue et même avait offert ses bons offices. Et il y a quelque temps, le chef de l'État a officiellement signé l'ordonnance convoquant le dialogue. Et les églises de réveil, encore une fois de plus, il y a plus de 2 semaines, avaient lancé un message appelant tout le peuple congolais à se mettre autour de la table, à échanger, à discuter. Leur contribution, ces princes des églises la feront à leur manière. L'apport vient dans tous les secteurs. Secteur spirituel, secteur moral, secteur intellectuel. Donc nos églises sont prêtes à apporter leur apport. Il y a une semaine, c'était les évêques catholiques qui étaient chez le président de l'Assemblée nationale. Des initiatives qui démontrent l'adhésion de plus en plus massive à l'initiative du président de la République. Décidément, l'Église donne la voix après les catholiques et les églises des réveils. Les orthodoxes se sont eux aussi inscrits dans cette démarche de consultation. Ils ont, lors d'une rencontre avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, échangé sur l'évaluation du processus électoral en cours. La visite du président de la Commission électorale nationale indépendante chez les responsables de l'Église orthodoxe au Congo s'inscrit dans la logique de la redynamisation du processus électoral avec des propositions qui seront issues de ces consultations. Corneille Nangaa a présenté aux représentants de l'Église orthodoxe les défis et l'état de lieu de la machine électorale, question pour l'Église
attend que membre de la commission d'intégrité et médiation électorale de proposer des idées. Nous avons commencé, nous poursuivons les consultations. Et hier, nous étions avec les autres confessions religieuses. Et il était normal qu'aujourd'hui, on soit avec les représentants légaux des orthodoxes. C'est ce qui justifie notre présence ici. Nous lui avons transmis nos vœux les meilleurs pour 2016. Et nous avons échangé plus ou moins avec lui sur le processus électoral. Réussir les élections crédibles, transparentes et apaisées, c'est le vœu de l'Église orthodoxe qui apprécie à sa juste valeur l'initiative du bureau de la CENI. Que nous tous, nous puissions lutter pour notre peuple ici, de façon que nous puissions avoir des bons résultats à la fin. Il faut que nous puissions d'abord mettre devant nous la paix et l'amour entre nous. L'Église orthodoxe fera de son mieux pour aider tout ce qu'elle peut faire. Ces consultations de la Commission électorale nationale indépendante visent à recueillir les avis des parties prenantes au processus électoral, la classe politique, toutes tendances confondues, et la société civile, avant la publication d'un calendrier des élections, comme ici voulu consensuel. Et on va maintenant se rendre à New York où sera abordée dans quelques semaines la question du renouvellement du mandat de la MONUSCO ainsi que l'examen de la proposition du secrétaire général des Nations Unies portant sur la réduction des 1700 hommes des effectifs de la force des Nations Unies en République démocratique du Congo. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, recommande une fois de plus la réduction de 1700 hommes des effectifs en RDC. Une recommandation formulée dans un rapport transmis au Conseil de sécurité. Cette instance de l'ONU examinera d'ici la semaine prochaine cette proposition et elle devra se pencher également sur la question du renouvellement de la mission RDC. Il faudrait tout de même rappeler que le gouvernement réclame depuis peu le retrait progressif des casques bleus dans le cadre de la stratégie dite de sortie. Pour Ban Ki-moon, ce retrait ne va nullement compromettre le mandat de la MONUSCO si et seulement si de progrès sont réalisés dans la lutte contre les groupes armés encore actifs dans l'est du pays. Une autre proposition faite par le secrétaire général de l'ONU est celle d'orienter les éléments de la MONUSCO vers des tâches de la police, ceci en perspective des élections à venir. Il encourage par ailleurs le chef de l'État à engager le dialogue national pour aboutir à un consensus sur le processus électoral. Ici est de rappeler que l'ONU avait en mars dernier réduit de 2000 soldats sur le 20 000 de l'effectif de la MONUSCO. Et puisqu'on parle sécurité, sachez que la police nationale congolaise de Lualaba est désormais dotée de 4 nouveaux véhicules. Cette acquisition devra renforcer l'achat automobile de la police en vue de lutter contre l'insécurité dans la province du Lualaba. Le commissaire spécial rassure que tout sera mis en œuvre pour que la paix règne dans cette entité territoriale. Il y a quelques jours, la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, venait de vivre quelques scènes d'insécurité, plongeant ainsi la population locale dans la panique et la révolte. Pour mettre fin à cette situation d'insécurité, l'équipe conduite par Richard Mouyej-Mongenzmans, commissaire spécial, et ses adjoints viennent de doter à la police nationale congolaise du Lualaba d'un premier lot constitué de 4 jeeps Toyota Land Cruiser pour faciliter des interventions et lutter contre l'insécurité. C'est un processus, ce sont les 4 premiers véhicules, nous visons d'arriver à 10 comme la police l'a demandé. Et il faut d'autres stratégies que je ne peux pas révéler, mais rassurez-vous que nous irons jusqu'au bout. Le commissaire spécial Richard Mouyej-Mongenzmans a remis les clés de ces véhicules d'intervention rapide au commissaire principal de la police de la province du Lualaba, Sébastien Katunda, qui n'a pas manqué de mots pour faire l'état d'usage de ces jeeps. C'est une grande responsabilité. On me met devant un fait accompli, puisque c'est le commissaire spécial de la province du Lualaba, c'est lui le patron de la sécurité de l'ordre public. Et moi, en tant que branche technique, je suis là pour sécuriser la population et leurs biens. Et en me donnant ça, on me donne la possibilité de bien œuvrer et de bien travailler. Parce que c'est vraiment un outil qui nous manquait. Le problème pour sécuriser la population, ce qui nous importe plus, c'est les délais d'intervention.
Il faut noter que des efforts ont été enregistrés ces derniers jours en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité dans différents quartiers de la ville de Kolwezi. Avec cette acquisition de Jeep, la criminalité sera sans doute sensiblement réduite. L'hôpital provincial du Nord Kivu a un nouveau comité de gestion. Le gouvernement provincial se dit déterminé à redynamiser cette structure sanitaire étatique en vue d'améliorer la qualité des soins. Le salut au drapeau terminé, le personnel médical se dirige au pointage d'apprenti pour signaler la présence au travail. Un système est mis en place par cette nouvelle équipe dirigeante pour mettre de l'ordre au sein de cette formation étatique, comme souhaité par le gouverneur Julien Paluku. Par rapport à la présence physique des soignants, des médecins, des infirmiers, parce que c'était quelque chose qu'on a reproché aussi à l'hôpital en disant que les personnes n'étaient jamais présentes. Alors, c'est sur ça que nous avons aussi travaillé, en mettant tout ce qu'on a déjà dit, les caméras, le pointage digital, ainsi de suite. C'est que nous sommes capables chaque jour de savoir tel médecin, il a fait autant d'heures de travail parce qu'il a été là, il n'est pas sorti. Au moins, on sait qu'il est dans l'enceinte, il est occupé à soigner les malades. Je pense que la population de Goma et de tous les environs qui sont appelés à utiliser l'hôpital doivent redonner une seconde chance à l'hôpital. Mais je pense qu'ils peuvent écouter ceux qui ont déjà été à l'hôpital ces derniers temps. Ils peuvent aussi passer voir les malades. Ils vont constater qu'il y a quand même des changements. Pour les malades, l'hôpital provincial reprend petit à petit sa place, car fini les traitements conditionnés par l'argent. J'étais même hospitalisé dans les soins intensifs. On ne m'avait rien demandé comme argent. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien payé comme argent. On est en train de me faire soigner sans rien payer. En tout cas, la qualité des services est bonne, vraiment appréciable. Et c'était le contraire de ce que déjà disais pour le moment. Mais je trouve vraiment que c'est comme ça que l'hôpital général de référence devrait fonctionner. Si cet hôpital a perdu sa réputation, c'est suite aussi à l'impunité, pensent certains infirmiers. Si il y avait aussi une gestion, bien s'il n'avait pas pris en charge correcte, c'est puisque nous avons connu aussi l'impunité. Ça, on ne peut pas se cacher, on a connu l'impunité dans cette institution. Et lorsque l'impunité est au-dessus de tout, ça devient tout un problème. Et une réalité vraie, à part l'impunité, nous avons connu d'autres défaillances par rapport, vous connaissez la réalité de notre province, où on voit seulement les tribus. Et lorsque nous raisonnons en fonction des tribus, des ethnies, au lieu de raisonner en fonction des connaissances et des compétences, nous abîmons tout. Cette nouvelle équipe dirigeante, mise en place il y a un mois par le gouvernement provincial, à travers le ministère provincial de la Santé, a une mission de 3 mois pour redonner à cet hôpital étatique sa vraie réputation. Et puis cette page noire, dernier vibrant hommage au fondateur, représentant légal et chef spirituel de l'église Bima, décédé à l'âge de 77 ans. Il y a quelques semaines, sa dépouille mortelle est exposée au palais du peuple avant sa mise en terre à la nouvelle cité de Mbenteke. C'est au palais du peuple où ces pères de la communauté ecclésiastique et autres personnalités politico-administratives du pays vont devoir se recueillir.
Voilà, Biwan Kampati avec la famille de l'illustre disparu ainsi qu'avec toute la communauté de l'église Bima. On va se séparer avec le sport. Jean-Florent Ibengue va publier la liste des 23 léopards locaux qui prendront part au Chan Rwanda 2016. Le dossier Issama qui doit régulariser sa situation administrative avec son ancien club de Buscorp refait surface. Je vous propose d'écouter Jean-Florent Ibengue au micro de Belinda Odia. La préparation en elle-même a été faite en deux parties. Une partie à Kinshasa avec 32 joueurs et puis une partie qui sera au Rwanda avec 23 joueurs. Donc on a essayé d'emmener tout le monde à un même niveau physique, à un niveau un petit peu élevé sur le plan physique. Et puis aussi on a essayé de valider les choses sur le plan tactique. Donc par rapport à ce travail-là, et puis essayer d'avoir la meilleure sélection possible à partir des 32 qui devaient se bagarrer et parmi lesquels on devait sortir les 23. Donc là maintenant, je pense qu'on est plus au point que quand on a commencé. Il y a des automatismes, il y a des affinités qui se sont créées dans le groupe. Malheureusement, on est obligé de se séparer de 9 joueurs avant de partir. Mais sinon, le bilan chiffré maintenant, vous avez oublié dans les matchs, vous avez oublié, on va dire, ces matchs de V-Club, mais matchs V-Club équipe nationale contre le Gabon. Parce que dans l'équipe de V-Club qui a joué, il y avait quand même la majorité des joueurs qui sont en équipe nationale. Donc on a fait des bons matchs, des matchs avec des équipes avec des niveaux différents pour pouvoir tester des choses et globalement satisfait. Merci de votre fidélité à nos éditions d'actualité et bon après-midi.